Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui comme sujet de vidéo la conjecture de Syracuse. Alors la conjecture de Syracuse, c'est quoi? Eh bien vous choisissez un nombre au hasard, plus grand que 1, et vous lui appliquez deux opérations. Si le nombre que vous avez choisi au départ est impair, vous le multipliez par 3 et vous lui rajoutez 1, ce qui aura pour effet de le rendre pair. A l'inverse, si le nombre que vous avez choisi au départ est pair, eh bien vous le divisez successivement par 2 jusqu'à obtenir un nombre impair. Vous allez alors obtenir une suite de nombres qui, dans tous les cas de figure, quel que soit le nombre que vous avez choisi au départ, converge vers 1. D'où le mystère de la conjecture de Syracuse. Alors si vous voulez plus d'explications, je vous conseille d'aller voir l'excellente vidéo de Yvan Monca ou le non moins excellent site de mathématiques de Gérard Villemain, qui tous deux traitent du sujet dans toute sa dimension. Pour ma part, dans cette vidéo, je vais vous présenter une approche que j'ai réalisée et qui me laisse à penser très fortement que cette suite de nombres ne peut que converger. Alors pour commencer, on va faire quelques observations sur la croissance et sur la décroissance de la série. Pour cela, prenons un exemple. Prenons le nombre 10. Je le multiplie par 3 et je le divise par 2. 3 fois 10, 30, divisé par 2, ça fait 15. Si je reprends 15, je le remultiplie par 3, je le redivise par 2. 3 fois 15, 45, divisé par 2, 22,5. Reprenons 22,5. 22,5 multiplié par 3 égale 67,5, divisé par 3 égale 33,75. On voit donc que nous sommes partis de 10 et que nous sommes arrivés à 33,75, soit une multiplication par 3,375. Nous voyons que la valeur augmente de 50% à chaque application de ces deux opérations. Et la progression est de la forme V égale V0, facteur de 1,5 à la puissance n, avec V0 égale valeur de départ, ici 10, et n le nombre de répétitions de ces opérations. Ici nous l'avons fait 3 fois. Donc nous avons vu qu'en appliquant la multiplication par 3 suivie d'une seule division par 2, la valeur de départ ne cesse de croître. Voyons maintenant si nous appliquons plusieurs divisions par 2 après la multiplication par 3. Si nous reprenons l'exemple de 10 de tout à l'heure et que nous appliquons deux divisions successives après la multiplication par 3, nous avons une décroissance de 25%. Si nous appliquons 3 divisions successives, nous avons une décroissance de 62%. 4 divisions successives, nous avons une décroissance de l'ordre de 81,25%. On peut donc voir que le coefficient de réduction est une puissance de 2 et que d'une manière générale, ce coefficient de réduction vaut 2 puissance n. Cette décrétion est de la forme V égale V0 sur 2 puissance n, avec V0 valeur de départ et n le nombre de répétitions de la division par 2. Alors que faut-il retenir de ces observations? Eh bien on a vu que après la multiplication par 3, s'il n'y avait qu'une seule division par 2, on avait un phénomène de croissance, et à l'inverse, si après la multiplication par 3 succédait plusieurs divisions par 2, nous avions un phénomène de décroissance. Et ce phénomène de décroissance est d'autant plus grand que le nombre de divisions par 2 est important. Nous allons utiliser ce résultat un peu plus loin dans la vidéo. Parlons maintenant des valeurs qui terminent les suites de Syracuse. Il ne nous aura pas échappé que ces valeurs sont toujours les mêmes. En particulier, on retrouve fréquemment 64, 32, 16, 8, 2, 1. Mais parfois, on démarre un peu plus haut, 128, 64, 32, etc. etc. Il ne vous aura pas échappé également que cette suite, qui converge vers 1, est une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2. Cependant, des suites géométriques de premier terme impair et de raison 2, il en existe une ratatouille. En fait, il en existe autant que de nombres impairs. Et donc, nous allons maintenant procéder à la construction d'un tableau qui va empiler toutes ces suites géométriques de premier terme impair et de raison 2. Voyons cela. Donc, dans ce tableau, vous avez sur chaque ligne une suite géométrique de premier terme impair et de raison 2. La première ligne étant celle qui commence par 1. La première colonne contient exclusivement des nombres impairs et tout le reste du tableau des valeurs paires. Si vous étirez les lignes et les colonnes de ce tableau, vous obtenez alors la totalité de nombres impairs pouvant exister. Deux choses sont à remarquer également sur ce tableau. La première, c'est que dans la partie des valeurs paires, il n'y a aucun doublon. La deuxième, c'est également dans la partie contenant les valeurs paires, c'est que certaines valeurs du tableau n'apparaîtront jamais dans la suite de Syracuse. C'est le cas des valeurs sur les lignes commençant par 3, 9, 15, etc. En effet, sur ces lignes, après soustraction d'une unité, les valeurs obtenues ne sont pas des multiples de 3, et donc même si elles sont paires, elles ne peuvent pas avoir été calculées par l'opération 3x plus 1. Si nous faisons apparaître sur fond jaune les valeurs éligibles aux suites de Syracuse, vous voyez apparaître alors le terrain de jeu du problème de Syracuse. À chaque étape d'une suite de Syracuse quelconque, les valeurs peuvent aller à droite, en haut, en bas, ou rebondir sur la partie gauche du tableau
et pour finir toucher la première ligne du haut pour ne plus en sortir. Bon, et alors, me direz-vous? Eh bien, soyez attentifs à la suite de la vidéo qui devrait vous éclairer sur le fait que les suites de Syracuse convergent toujours vers 1. Si nous utilisons les observations que nous avons faites en début de vidéo, nous pouvons alors découper notre tableau en deux parties, avec à gauche une zone de croissance et à droite une zone de décroissance. Je rappelle que la croissance se fait par l'application de la fonction 3x plus 1 suivie d'une seule division. Et la décroissance se fait par l'application de la même fonction 3x plus 1, mais en appliquant plusieurs divisions par 2 successives. Regardez bien maintenant les valeurs impaires de la colonne 1. Une valeur sur 2, à l'étape suivante, nous font rester dans la zone de croissance, tandis que les autres nous renvoient vers la zone de décroissance. Et regardez également les valeurs paires de la zone de décroissance. C'est le même phénomène. Une valeur sur 2 à l'étape suivante nous font rester dans la zone de décroissance, et les autres valeurs nous font aller vers la zone de croissance. Nous pouvons donc conclure que tout nombre pair issu de la fonction 3x plus 1 a une chance sur 2 de se retrouver dans la seule colonne des nombres pairs situés à gauche du tableau, ou alors une chance sur 2 de se retrouver dans l'une des colonnes des nombres pairs situés à droite du tableau. Ce calcul de nombre pair est donc assimilable à un processus hasardeux de type pile ou face, où le côté face l'emporte toujours, la partie décroissance. Et donc pour bien comprendre et essayer d'expliquer ce phénomène, il est donc nécessaire d'étudier l'espérance mathématique de la décroissance et de la comparer avec celle de la croissance. Pour la croissance, le calcul est assez simple, et cette espérance vaut 1/2 fois l'accroissement calculé avec une formule plus exacte que celle que nous avons vue en début de vidéo. Pour la décroissance, le calcul de l'espérance est un peu plus compliqué à calculer. La probabilité de 0,5 est répartie sur les différentes colonnes susceptibles de recevoir la valeur paire calculée après application de la fonction 3v plus 1. Le nombre de colonnes éligibles, lui, quant à lui, il est calculé avec la première valeur de chaque colonne. Prenons un exemple. Si nous avons une valeur paire de 88, 5 colonnes peuvent contenir cette valeur. Ce sont les colonnes dont les en-têtes commencent par 4, 8, 16, 32 et 64. Au-delà, les en-têtes sont supérieures à 88 et donc ne sont pas concernées. La probabilité se répartira donc sur 5 colonnes et la probabilité pour chaque colonne sera de 0,1. Le taux de décroissance, quant à lui, il est calculé avec une formule prenant en compte un coefficient, et ce coefficient n'est rien d'autre que 2 à la puissance n que nous avons vu en début de vidéo. Donc le coefficient prendra les valeurs 4, 8, 16, 32 et 64. Au total, l'espérance mathématique de la décroissance sera égale à la somme des espérances de chaque colonne. Si nous appliquons maintenant ces formules que nous avons établies pour chaque étape clé de la suite de Syracuse, c'est-à-dire à chaque passage de la suite par le nombre pair, vous allez voir que la valeur de l'espérance de la décroissance l'emporte tout le temps sur l'espérance de la croissance. J'ai donc fait un petit programme pour calculer donc ces espérances à chaque étape clé de suite Syracuse différentes. Et donc sur plusieurs suites de Syracuse, j'ai pu vérifier que cette décroissance l'emportait tout le temps sur la croissance. Je vous avais sous les yeux donc l'exemple d'une suite de premier terme 27 qui est assez connue, et vous pouvez par vous-même constater donc que la décroissance, l'espérance de la décroissance est toujours supérieure à celle de la croissance. Voilà, nous voilà au terme de cette vidéo. Vous savez maintenant pourquoi je pense très fortement que les suites de Syracuse ne peuvent que converger vers la valeur 1. J'espère ne pas vous avoir perdu tout au long de mes explications. Et si je devais résumer mon approche, donc retenez que je considère qu'il y a des étapes clés dans les suites de Syracuse. C'est le passage du nombre impair au nombre pair, que j'assimile ça à un jeu de pile ou face, où face c'est la décroissance qui l'emporte toujours, et que j'explique qu'elle l'emporte toujours parce que son espérance mathématique est supérieure à celle de la croissance. Voilà, je vous dis merci et peut-être à bientôt pour de nouvelles explorations.